Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction, rédactrice en chef même du Nouveau Détective. Bon, vous nous racontez cette chanson d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Le problème, c'est que c'est encore plus tragique et dramatique lorsque les amants qui se déchirent ne sont encore que des enfants. Et nous sommes quelques jours après la rentrée scolaire de septembre 2015 au lycée de Moirans, dans l'Isère. À peine entrée dans le bureau de la conseillère principale d'éducation, Julie Van der Clege éclate en sanglots. La CPE a l'habitude de voir des élèves craquer quand ils ne parviennent plus à affronter leurs problèmes. Pourtant, la petite Julie n'a rien d'une ado en difficulté. Brillante, sportive, elle suit une scolarité sans nuage en terminale S. Ses parents s'entendent bien, elle vit avec eux et son frère aîné à Saint-Jean-de-Moirans, un petit village niché dans un paysage de collines. Alors en bref, Julie, pour la décrire, elle a 17 ans. C'est le genre d'ado pour qui on ne s'inquiète pas normalement. Alors pourquoi elle devrait pleurer? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est une mauvaise note, une embrouille avec ses copines? Ou alors un chagrin d'amour? C'est pire que ça, explique Julie en essuyant ses larmes. Car pour elle, son histoire d'amour est terminée depuis plus de 6 mois. Pendant 1 an et demi, elle est sortie avec un garçon du lycée de 2 ans plus âgé qu'elle, Simon Tirel. Puis la relation s'est étiolée et elle l'a quitté. Je me suis prise le plus doucement possible, raconte-t-elle à la CPE. Je ne voulais pas lui faire de mal. Ouais, sauf que cette rupture, Simon, il l'a pas acceptée. Alors depuis, il s'accroche à son ex, il l'accable de reproches, il l'accuse des pires mots et surtout, il la harcèle nuit et jour. Et c'est en ligne que ça se passe puisque Simon n'est plus scolarisé dans le même lycée que Julie. Pour elle, les réseaux sociaux sont devenus un purgatoire où son ex la traque pour la tourmenter. Il répand des rumeurs, dit qu'elle lui a passé des maladies sexuellement transmissibles. Plus grave encore, Simon lui fait du chantage. Soit elle accepte de le revoir, soit il diffuse des photos intimes d'elle. Et plus Julie essaie de le raisonner, plus il devient odieux. La veille, comme elle n'en pouvait plus, Julie a suivi le conseil de ses copines. Elle a coupé tout contact avec Simon, le bloquant de partout afin qu'il ne puisse plus la joindre. À présent, elle redoute des représailles. Donc c'est ce qu'elle raconte évidemment à la CPE et la CPE se dit bon, c'est ni la première ni la dernière fois qu'un ex va se venger après avoir été éconduit comme un minable. Sauf que contrairement à Julie, Simon Tirel, il était lui un élève à problème. Il séchait sans arrêt les cours, il était victime paraît-il d'une phobie scolaire suite à une bagarre à la cantine. Simon, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Autant Julie, elle est attachante, elle est solaire, autant lui, il paraît terne et renfermé. Oui, et comme la CPE a encore le numéro du jeune homme dans ses registres, elle décide de l'appeler. Au bout du fil, la voix qui répond est monocorde. Le garçon ne semble pas étonné de recevoir cet appel. Pas gêné non plus. Pour justifier son comportement lamentable avec Julie, il commence par renouveler ses accusations concernant les MST. Puis, après quelques minutes de conversation, il change de ton. C'est vrai, concède-t-il. En ce moment, je fais n'importe quoi. Donc, quand la conseillère raccroche le téléphone, elle est plutôt rassurée. Elle pense avoir réussi à influencer Simon. Elle espère même qu'il va accepter de tourner la page et que la petite Julie va pouvoir poursuivre sereinement son activité, son année scolaire et préparer son bac. Sauf que là, évidemment, elle se trompe. Et nous sommes maintenant le 2 octobre 2015, soit 5 jours après ce fameux coup de fil. À Saint-Jean-de-Moirans, la grande demeure des Van der Clege est située en lisière de campagne. Les lieux sont tranquilles, tellement tranquilles que le portail de la propriété reste toujours ouverte. Même la porte d'entrée de la maison n'est jamais verrouillée. Ce matin-là, Hans, le père de Julie, est parti tôt pour son travail à Grenoble. Et il a déposé au passage son fils aîné à la fac. Donc tout est calme dans la maison, mais voilà que peu après 8 heures, Béatrice, la maman, est tirée de son sommeil par un bruit étrange, une espèce de cri, mais un cri étouffé. L'esprit encore brumeux, elle se lève et sort de la chambre. Devant la porte des toilettes, elle remarque une paire de baskets noires posées contre le mur. Elle comprend tout de suite que ces chaussures ne sont pas celles de son fils et qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Béatrice se précipite alors vers la chambre de Julie puisque c'est de là qu'est venu le cri. Et en ouvrant la porte, elle découvre une vision d'horreur. Simon Tirel est là, pesant de tout son poids sur Julie, l'écrasant sous ses genoux, les mains fermées autour de sa gorge. Il est en train de l'étrangler. Béatrice se jette en hurlant sur Simon et le secoue dans tous les sens pour lui faire lâcher prise. Il finit par rouler par terre et la mère se précipite sur sa fille. Julie a le visage tout bleu, elle est défigurée, la gorge et le cou lacérés de plaies. Il y a du sang plein les draps. Près du lit gisent plusieurs couteaux ensanglantés, dont l'un s'est même brisé sous la violence des coups. « Pardon Béa, j'ai tué Julie », murmure Simon d'une voix blanche.
Alors évidemment, va s'en suivre une scène aussi confuse qu'effroyable. Béatrice se rue sur son téléphone, sur le téléphone de sa fille. Elle appelle les secours, mais l'agresseur le lui arrache des mains. La mère de famille s'enfuit alors de la chambre. Elle est bientôt rattrapée par Simon. Pendant de longues minutes, ils vont se bagarrer tous les deux, alors que là-haut, sur son lit, Julie est en train de se vider de son sang. Et Simon finit par plaquer Béatrice au sol sur le seuil de la terrasse, écrasant sa main contre sa bouche pour lui couper la respiration. En se débattant avec l'énergie du désespoir, la malheureuse parvient à se libérer. Mais l'autre la ceinture encore, avant de relâcher subitement son étreinte. Il vient de voir, en face de la maison, une voisine qui les regarde, sidérée, alertée par les bruits de lutte. En un clin d'œil, Simon prend alors la fuite. Julie va être héliportée en extrême urgence vers le CHU de Grenoble. Mais les médecins, hélas, n'auront pas le temps de la prendre en charge. L'adolescente décède au moment même de son arrivée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Oui, et entre-temps, Simon, lui, s'est laissé interpeller par les forces de l'ordre sans opposer de résistance. Le deuil inimaginable qui s'abat sur le lycée sera encore alourdi par les courriers que Simon Tirel a adressés, de sa prison, à plusieurs proches de Julie. Il y exprime des regrets et se lamente aussi parce que Julie, son âme sœur comme il l'appelle, lui manque. Pour toute réponse, Hans et Béatrice van der Cleege lui expédieront une photo de leur fille sur son lit de mort, afin de lui rappeler qu'il est bien le seul et unique responsable de ce désastre. Le procès de Simon Tirel s'est tenu devant la cour d'assises de l'Isère en juin 2018. Au terme des débats, il a été condamné à une peine de 15 ans de prison, assortie d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Oui, c'est une histoire déchirante qui malheureusement en rappelle d'autres aussi. Ce qui nous amène à ce hors-série Ces femmes qu'on assassine, qui est disponible sur votre site internet ou alors dans les kiosques, sur votre site internet. Dans les kiosques aussi. Et dans les kiosques notamment. Merci à vous, Julie Rigoulet, directrice de la rédaction du Nouveau Détective. À bientôt. Merci.